Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et donc pour vous faire plaisir, on a décidé de continuer le cadeau qu'on avait commencé à vous offrir la dernière fois, puisqu'il y a 15 jours, vous nous avez écoutés, moi-même et puis Quentin bien sûr. Salut Quentin. Salut. Et Alénis. Bonjour. À propos de la saga Jurassic Park, et donc on s'est dit tiens, on va forcément continuer cette saga, puisque après Jurassic Park 3, quelques années d'attente avant un nouvel opus qui en 2015 fait événement, puisqu'il a réalisé un carton total au box-office, on en parlera peut-être un petit peu. Jurassic World revient en 2015 et ça redéclenche en quelque sorte la hype des dinosaures au cinéma, et donc on s'est dit on va continuer cette saga en 2 épisodes, du coup on va explorer l'ensemble des 6 films et un court-métrage, on en parlera peut-être, de la saga Jurassic Park / Jurassic World. Donc, on va s'attaquer aux 3 films. Ce sera, à mon avis, un peu plus sportif que la dernière fois, puisqu'autant on est assez fan de Jurassic Park, on aime bien le 2, on aime bien le 3. Jurassic World, c'est un petit peu plus compliqué. On parlera aussi de la réception critique, qui a été un peu plus, mesurée pour cette nouvelle saga. On parlera donc de Jurassic World réalisé par Colin Trevorrow, Jurassic World Fallen Kingdom réalisé par John A. Bayona, et Jurassic World Le Monde d'après avec Colin Trevorrow qui revient de nouveau aux affaires, donc une mais saga, qui est resté le showrunner oui peu, voilà, il est producteur comme on dit, de Jurassic World Fallen Kingdom, et il reste en fait aux manettes de cette saga. C'est un petit peu le protégé de Spielberg en quelque sorte sur cette suite reboot, on en parlera. C'est un film qui a un statut un peu particulier et qui surtout est parfaitement représentatif du cinéma hollywoodien contemporain et du traitement qu'il accorde aux sagas. Donc voilà, on va parler de tout ça juste après, évidemment, une douce musique qui n'est pas cette fois-ci celle de John Williams, mais qui est celle de Bric Argent, évidemment, notre générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Retour quelques années en arrière, du coup en 2015, où un phénomène va déferler sur les écrans, un phénomène qui n'est pas totalement nouveau, puisque Jurassic World, réalisé donc par Colin Trevorrow, débarque en France, et c'est la suite directe de cette saga mythique composée de 3 volets qui avait commencé en 93 avec le film de Spielberg. Si vous voulez en savoir plus sur cette saga, j'ai envie de vous dire de voir les films et surtout d'aller nous écouter. D'aller écouter ce merveilleux épisode qui est sorti il y a 15 jours. Et donc, quelques années, enfin même une bonne paire d'années plus tard, puisque le précédent opus datait de 2001. Donc, 14 ans, je suis bon en maths. 14 ans après, on a une suite qui arrive à point nommé, puisqu'on est vraiment à une période où Hollywood essaye de faire renaître d'une manière ou d'une autre plein de sagas mythiques, avec beaucoup de reboots. Jurassic World fait le choix de la suite un peu reboot. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que finalement c'est une suite, puisque dans le lore, dans la diégèse de Jurassic World, Jurassic Park a existé, les événements de Jurassic Park ont eu lieu, mais d'un autre côté, on a quasiment une logique de remake, puisque la structure du film est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a un nouveau parc, des nouveaux propriétaires, même si c'est la même entreprise, InGen, c'est ça ? InGen. Fais-le avec l'accent InGen. Qui a pris le contrôle donc de ce nouveau parc, mais bon, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Cette fois-ci, c'est pas la faute d'une tempête, mais c'est la faute de la folie humaine qui veut toujours plus dedans, en créant un dino génétiquement modifié encore plus puissant. Alors d'ailleurs, petit pitch peut-être, Quentin. Alors en fait c'est le premier en pimpé quoi. Oui c'est ça, c'est-à-dire que contrairement au premier, là eh bien il y a du public, quelque chose comme 20 000 personnes quand même qui peuvent être sur l'île en même temps si ma mémoire est bonne. Il y a, alors lui on sait pas trop, ça doit être expliqué mais c'est chiant, donc c'est lui qui a hérité du bordel, donc c'est un milliardaire ou indien qui est interprété par Irfan Khan, qu'on connaît un peu parce qu'il est, alors déjà il est mort très récemment et très très jeune aussi, alors c'est très triste, et
qui était formidable dans In Treatment, la série avant que les Français s'amusent à faire des remakes de merde. Ça fait quand même 2 fois que tu tacles cette série, vrai. alors que le sujet à la base, oui, c'est ça. Tous les chemins mènent à tacler. Je suis désolé, pardon. En le disant, je me suis dit que j'avais déjà dit. Oui. Pardon, oubliez. C'est super. Et donc bon, là, on a un plus beau parc, hein, c'est plus moderne, c'est plus machin. On a un personnage en revanche charnière pour pouvoir comprendre, c'est le docteur Wong. Wong, c'est le nom de l'acteur. Le docteur Wu, en fait, tout simplement, et je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est Henry Wu. Voilà, Henry Wu, qui lui, perdure dans les épisodes, et surtout Jurassic World. Là, il retrouve une seconde jeunesse, et donc il a été embauché là-dedans pour faire en sorte qu'il y ait des dinosaures, bien sûr, mais qu'il y ait toujours des dinosaures. On cherche à en faire des plus puissants, c'est ce que tu disais, des plus effrayants. Pour faire des attractions plus vendeuses. Toujours plus. Pour faire peur aux enfants. Je le déteste, personnellement. C'est une merde. Voilà. C'est une merde. On parle du film là où on est déjà lancé sur non, le personnage. D'accord, mais les personnages. Alors, juste si vous êtes un peu perdu peut-être sur ce dont on parle, allez vraiment écouter notre précédent podcast parce que on parle vraiment pour le coup de Jurassic Park, de l'univers, de toutes les bases qui ont été posées, puisque Jurassic World en fait est assez archétypal de ces reboots slash remakes slash suites qui en fait partent du principe qu'il y a une base de fans existante et toute une nouvelle base à construire. Donc c'est un film en fait qui va reconstruire quand même une saga et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on a 2 trilogies et la trilogie Jurassic World, on en parlera pour Le Monde d'après qui est le dernier, c'est un peu plus délicat, mais globalement en fait ça se regarde indépendamment, c'est-à-dire qu'en fait on a des références à Jurassic Park, mais c'est pour un public adolescent neuf, c'est un film qui est pensé pour le public contemporain, avec du coup tous les défauts que ça implique, puisque on connaît quand même assez bien la vision catastrophique qu'ont les gros producteurs et les gros studios hollywoodiens du public actuel, qui visiblement est composé d'imbéciles, puisque les films, on a l'impression, sont toujours écrits pour des gens très bêtes, mais malgré ça, ça se passe quelques années après, dans la temporalité qui est la nôtre, hein, ça se passe une petite vingtaine d'années après les un peu comme un peu comme le film film finalement, parce que ils ont tous vieilli. Le Dr Wu a bien vieilli, hein, il est très jeune dans Jurassic Park, on le voit pas après dans les autres, mais c'est un peu le jeune premier, c'est le jeune premier, voilà, qui est, alors là on a l'impression à suivre les Jurassic World que c'est vraiment lui qui aurait tout inventé. C'est moins net dans Jurassic Park au début, mais en tout cas ça fait partie des responsable vraiment de la production des dinosaures, et là maintenant il n'y a plus que lui, hein, et c'est lui qui bidouille des trucs avec des seringues et des pipettes, j'imagine, et qui crée des bidules, enfin des dinosaures qui n'en sont plus vraiment, donc qui sont pas des espèces qui ont existé, voilà, en fait. C'est ça, donc des toutes nouvelles choses. Et donc le problème de ce film là, c'est que tout va bien, mais il y a un tout nouveau dinosaure, donc hyper balèze machin, qui doit sortir en fait, qui doit être présenté au public. Le problème c'est qu'il a été modifié encore, donc il arrive à se fondre, enfin ses pigments changent de couleur un peu comme le caméléon. Ce qui fait que on pense, et puis enfin bon, il y a des histoires de petits, il a son GPS, mais il va arriver à une puce pour le tracer, il va arriver à se l'enlever parce qu'il est très intelligent, et bon en fait il va surtout arriver à sortir de l'enclos, et il va faire des ravages, quoi. Il va faire des ravages, et dans un premier temps, surtout sur les autres dinosaures d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, il sort de l'enclos, mais il y a encore un périmètre de pseudo-sécurité où il n'est pas encore en contact avec le public. C'est où il y a les herbivores, tout ça. Ce qui fait que les responsables du parc, dans leur grande bêtise, hésitent longtemps à dire non, on ferme pas, on évacue pas. C'est encore gérable, oui, mon œil. Mais c'est un peu le même principe que le premier film. Il y a un dino qui se barre, mais t'as raison de dire que la grande différence, c'est que là, il y a du public. Donc, en fait, la structure narrative est pratiquement la même. On retrouve même des séquences un peu type. Complètement hommage d'ailleurs au premier Jurassic Park. Le passage de la boule, alors je précise, rien à voir avec Fort Boyard, c'est juste une scène où, pardon, désolé pour ça, c'est une scène où deux personnages, alors les 2 neveux de la proprio du parc, comme dans le premier en fait, viennent visiter, ils se retrouvent dans une attraction, on est dans des grosses boules qui roulent au milieu des dinosaures, et eux ils décident d'aller explorer parce qu'il y a une... Ils sont vraiment trop cons, pardon, mais il y a un bout d'enclos qui est cassé. Ils disent on va faire du hors-piste. Oui, super idée, t'as juste des dinosaures autour de toi, réfléchis. Et ils s'engouffrent, et en fait cette séquence devient un peu la séquence de la voiture dans le premier film, où ils sont pris dans le truc, ils se font attaquer par le gros dino, et on a quasiment des reprises plan pour plan de la première attaque du T-Rex, auprès du premier Timmy, du jeune Timmy, pardon, dans le premier film. Et alors, en parallèle de ça, on a le parc, etc., et on a un peu le personnage pivot central de cette saga, joué par le
Fabuleux. Apparemment, il est fabuleux, on le voit partout. C'est même la voix de Mario dans le prochain film Mario. Je n'en peux plus de voir ce type. Chris Pratt, voilà, qui est pas un acteur horrible, hein, mais bon, qui est quand même d'une fadeur indigeste, qui joue en fait une espèce de dresseur en fait de dinosaures, qui adore les dinosaures et qui est une espèce d'idéaliste quoi, qui pense qu'on peut faire quelque chose avec les dinosaures. Et les vélociraptors en particulier. Voilà. Et donc il a dressé une petite bande de vélociraptors dans un espèce de centre de dressage de dinosaures un peu enfin ça fait enclos de zoo quoi, hein, avec la petite passerelle pour leur donner à bouffer, avec son petit truc qui va être son biographème, un peu son petit clic. On sait pas trop s'il compte le nombre d'entrées ou je sais pas quoi. J'ai jamais trop compris pourquoi il fait ça, parce qu'il leur parle en même temps. Alors je sais pas, effectivement il y a ça. On sait qu'il vient, je sais plus si dans celui-ci qu'on apprend ça, mais enfin il était dans les marines avant, enfin dans les Marines. Donc voilà, c'est quand même un mec costaud qui s'est tiré au fusil et tout. Et évidemment pour tous ceux qui sont professeurs, il y a cette scène qui fait vraiment penser au métier d'enseignant, puisque quand il est avec 3 vélociraptors en face de lui, hein, c'est exactement comme faire un cours en REP+, par exemple, c'est « Ah, tu ne bouges pas, je te vois, tu ne bouges pas, toi là, t'as, comme ça et comme ça. » Non, Dimitri, tu poses cette paire de ciseaux. Ou actuellement, avec mes 2 chats, quand j'essaie de manger, et ça se passe exactement pareil, ce qu'ils me prennent en tenaille. Hein, c'est ce que disait Alan Grant dans le premier. Par les côtés. 2 autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Alors, bon, c'est voilà, c'est un peu d'anthropomorphisme peut-être, je ne sais pas. Beaucoup, voilà. beaucoup et de plus en plus. Hein, de plus en plus sur les vélociraptors, c'est à peine s'ils se galochent pas dans le 3. Mais même... Ils sont joués par des humains d'ailleurs. Oui. De quoi ? Dans le film, en fait, c'est des mecs qui se courbent comme ça, avec une tête de vélociraptor en plastique et qui courent comme ça. Alors là, on me voit pas, mais je fais le mec qui court en courbé. Pour en fait que les acteurs puissent avoir la bonne hauteur de visu pour regarder les raptors dans les yeux. Et du coup, c'est un peu ridicule. Bah oui, c'est un peu ridicule, d'autant plus que dans le premier et encore plus dans le Jurassic World 2 et 3, on a des espèces de bruits presque de chiens, presque de chats, t'as des espèces de ronronnements, alors que bon, c'est des dinosaures quoi, on n'est pas... Donc il y a tout ce thème de est-ce qu'on peut les dresser, est-ce que ça peut être nos super copains, et puis en fait est-ce qu'ils peuvent finalement prendre la défense des humains au détriment... En fait, il y a de plus en plus... Dans le premier, il y a déjà ça. Hein. Oui, et puis il y a de plus en plus cette idée de... Il y a les gentils dinos et il y a les méchants dinos. Ça c'est vraiment très très con pour le coup. C'est dommage. Mais c'est très hollywoodien quoi. Ouais, c'est les raptors, on comprend tout le long du film qu'ils restent mus par une espèce d'instinct primaire et primitif qui est un peu incompressible, c'est-à-dire que quand ils sont maîtrisés, ça va, mais au début, ils essaient clairement de bouffer Chris Pratt. Oui, c'est des prédateurs. Qui m'aurait d'ailleurs fait bien plaisir. Mais à la fin, finalement, ils arrivent à s'associer, machin, et puis... C'est Fleur Bleue. Blue, le fameux... c'est Fleur Bleue, parce qu'il y a le fameux Blue, qui est le raptor un peu plus intelligent, et à la fin, il jette un regard à Chris Pratt en mode... Allez... À bientôt. Oh putain, c'est vraiment nul. Alors, on dit du mal du film, mais on l'a bien aimé. Alors, quand il est sorti, le film a été quand même très mal reçu, alors que paradoxalement, ça a été un succès, mais alors juste titanesque. Oui. C'est-à-dire que c'est rentré dans le... Alors, ça doit être pas loin d'être dans le top 10, je crois. Même plutôt haut dans le top 10 des films qui ont fait la plus grosse recette de l'histoire du cinéma. Oui, on a dépassé le milliard. Ça se hisse à côté des Avengers et ça a relancé la saga d'une manière tonitruante. Je pense même que c'était pas forcément prévu que ça fonctionne à ce point. Est-ce que j'ai le droit de refaire ma blague ? Chris Pratt, retourne dans ta galaxie. Allez, je quitte cette émission, nous abandonne. Au revoir. Cela dit, Chris Pratt est un acteur qui est dans quelques-unes des plus grosses franchises actuelles. Alors qu'en même temps, c'est pour reprendre les propos de Tarantino et Scorsese récents qui ont fait polémique. Pour moi, c'est pas une star. Enfin, il a pas le statut de star, quoi. Il est connu et il fait des films connus. Bon, bref, ça on s'en fout. Donc le film a beaucoup de succès au box-office, mais les fans de Jurassic Park n'y trouvent pas leur compte. Certainement parce que tout a été très modernisé. Tout est... Alors, bon, pour le coup, ça c'est aussi un truc qui me sort un peu du bousin. C'est quand même une bouillasse numérique. C'est pas mal fait en soi. C'est quand même mieux fait que la plupart des films de super-héros. Mais les dinosaures sont moins palpables, on y croit moins. Puis le toujours plus au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on s'est habitué aussi. Hein. Mais exactement, il n'y a plus cette magie ou même juste cette surprise de voir des dinosaures. Et ça devient du coup un film d'action beaucoup plus banal où les dinosaures
pourraient être des monstres ou des extraterrestres. C'est comme les Marvel en fait, il y a tellement de monstres, de créatures dans tous les sens qu'au final, plus rien n'a d'impact. On finit par se dire, ah oui, tiens, en fait, il y a des gens avec 4 yeux et 6 pattes. Et 4 mains. Bon, bah oui, mais c'est comme ça. Oui, mais d'ailleurs, on retrouve un peu cet effet. On retrouve, enfin alors ça, c'est valable dans la première trilogie aussi, et c'est ce truc toujours un peu cette mise en abîme, quoi. C'est-à-dire que le parc a besoin de créer de nouveaux dinosaures pour plus de dents, pour plus de spectaculaire, et évidemment, enfin tout le monde a compris, quoi. C'est le calque, c'est-à-dire que le film a besoin de créer de nouveaux dinosaures pour qu'il y ait une nouvelle attente de nous, public, et c'est ce qui va continuer dans la suite de la trilogie. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire plus, soi-disant pour les spectateurs, enfin pour les visiteurs ou pour je ne sais quoi, alors qu'en fait évidemment tout le monde a compris que c'est pour nous, parce que alors si ce n'est que, et c'est ça qui peut-être rattrape un peu ces films parfois, c'est qu'il y a cette espèce de nostalgie qui fait qu'on fait quand même toujours revenir les vrais dinosaures. C'est-à-dire à la fin, il y a toujours un tyrannosaure qui vient sauver la mise de tout le monde, ou là aussi quand même un peu paradoxe, puisqu'il venait, enfin bon bref, puisque ça devient cette espèce de dinosaure qui tout avant était prédateur, là devient un peu sauveur, mais il y a ça dans le premier Jurassic Park aussi. Là c'est vrai que on rappelle quand même à nos bons souvenirs ces vrais dinosaures par rapport aux plus méchants encore, puisqu'il n'est pas vrai. Ouais. C'est clair. C'est un film discriminatoire en fait. Oui, tout à fait. Il y a les dinosaures purs et les dinosaures impurs. Voilà. C'est ça, c'est clairement ça. Et d'autant plus que, en fait, au début du film, on nous explique que on va le créer parce que oui, mais là, au lieu d'être à 20% de croissance, on n'est que à 21%. Enfin, par rapport à l'année d'avant, on n'est qu'à 21%, donc il va vraiment falloir se relancer. Alors qu'en fait, le parc fonctionne. Je veux dire, les gens se sont pas lassés, mais ont pris l'habitude de voir justement ces êtres hyper spectaculaires. Mais pour autant, le parc, il fonctionne comme ça. Il n'y avait pas besoin de rajouter... Donc c'est vraiment aussi le désir profond du riche milliardaire qui veut créer des nouveaux trucs, un peu sans raison. Et d'ailleurs, celle qui joue... Donc, la rouge, Bryce Dallas Howard. Voilà, elle... elle est plutôt... Alors, elle travaille, c'est son boulot, voilà... Mais elle est plutôt sceptique quand même à cette idée. Elle est là, oui, enfin bon, il faut faire avancer le parc, mais c'est un peu dangereux quand même. Elle y va quand même. Hein. Oui, elle y va quand même. Sans trop de retenue. J'aurais du mal à la défendre. Oui, c'est par la suite qu'elle va faire son coming out ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça d'ailleurs. Voilà. Coming out de gauche. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Non, le profit accroupi, ça, c'est ça. On arrête le capitalisme. Ça, c'est limite, quoi. Parce qu'évidemment, c'est ça. Là, c'est le film. Alors, au moins, ils ont ça et le 3 là aussi un petit peu, même si bon. C'est toujours drôle que ça vienne des Américains qui en plus font des super productions dont le but est de faire rentrer le maximum de pognon. Donc c'est comme le premier d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. Le premier, il y avait déjà ça, c'était déjà un peu métal le premier. Mais c'est ça, c'est-à-dire toujours plus. Enfin, il faut critiquer le fait qu'on fait toujours plus pour gagner plus, etc. Donc vraiment la définition du capitalisme, savoir le profit maximum, pas le profit, mais le profit maximum, c'est ça l'objectif. Bon, c'est toujours drôle d'avoir ce genre de petite morale dans les films dont l'objectif est quand même de faire le plus de profit. Qui accomplit exactement ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Mais tu remarqueras que la plupart, dans les films américains, la plupart du temps, les méchants sont des capitalistes, des grands patrons. Oui. Voilà, ceux qui financent les films, quoi. Oui, c'est ou ça. des milliardaires scientifiques fous qui veulent jouer avec la génétique, avec la vie, le transhumanisme. Pour Dieu. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, le premier va peut-être un peu, enfin le Jurassic World va peut-être un peu plus loin que la saga originale sur ces questions-là, parce que ça devient vraiment le sujet du film. Et peut-être que c'est aussi parce qu'on s'est habitué au parc, etc. Comme on le disait dans l'émission précédente même, en fait, à partir du moment où le premier film est sorti, c'est difficile de retrouver cette magie, etc. Et d'ailleurs, la première fois dans Jurassic World où on a la musique épique, c'est pas du tout en voyant des dinosaures, c'est en voyant le parc en lui-même. C'est un plan qui sort de la fenêtre, il y a une fenêtre d'hôtel qui s'ouvre, la caméra sort, on a un plan un peu aérien sur le parc. Et alors que dans le premier, cette même musique était retentissait quand on voyait un dinosaure en contre-plongée, voilà, et qu'on était ébahi par cette vision qu'on avait pour la première fois. Donc il y a aussi cette espèce de recul peut-être qui pousse, quand on veut raconter une histoire sur cet environnement-là, sur ces questions-là, d'aller en fait plus frontalement sur des questions d'éthique en fait, parce que le film pose un peu ça. Et puis avec les rapports entre l'éthique un peu scientifique, quoi, si on se prend pour Dieu, et les conséquences directes sur l'humanité, c'est-à-dire il y a plein de gens qui vont mourir, quoi. Voilà, et avec en parallèle, parce que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, donc ce laboratoire de Vélociraptor, évidemment, ça intéresse des gens, puisque la double éthique, enfin la double question en tout cas qui se pose dans ce film, donc c'est bon, le parc, est-ce qu'il faut faire toujours plus, etc. Et donc Chris Pratt, qui pense peut-être que
dresser des vélociraptors, ça va servir à faire, je sais pas quoi, de la pâte à tarte, comprend vite que en fait, oui, idéaliste. Ouais, c'est un peu con quand même parce que c'est vrai que tu dresses des vélociraptors, c'est les créatures les plus dangereuses du monde, et après il fait l'étonner. Comment ça? Vous voudriez en faire des armes? Mais Moi, je suis voulais pas... leur faire tirer des charrettes. Oui, non, c'est ça. Voilà. C'était un peu l'image que j'avais. Parce qu'on va tous aller dans le Montana, on sera bien là-bas. Non, c'était pas ça. Alors, lui, comme Omar Sy d'ailleurs, tombe des nues. Parce que On l'a Omar pas dit d'ailleurs. Sy, Cocorico. Ouais. Omar Sy, On a fantastique. atteint le point Omar Sy. Ah bah oui, il fallait. Non, bah alors faut le dire, on a oublié de le dire. Il y a quand même Omar Sy dans le film Ouais. qui a un petit rôle, mais bon. Oui, oui, avec son voilà. petit- il y a 2-3 petites phrases en français d'ailleurs. Ça fait plaisir. Quand je l'ai vu en VO, j'ai fait il est français dans sa production. Non, mais ouais, il y a Omar Sy dans le film qui à l'époque il jouait quand même dans X-Men, Ah ouais, Jurassic World, le mec a bien taillé sa route. Hein. Ouais, passer du service après-vente à Oui, ça, c'est ça. c'était un beau destin. Mais bon, bref. Et donc, oui, bah, lui, il joue un petit peu le partenaire, plutôt assistant hein, de Chris Pratt. Ouais. Et donc, arrive un moment, ce type bedonnant qui, visiblement, alors, travaille pour, on va dire, une entreprise d'armement, quoi. Hein, je crois qu'en fait, il tient le truc, Ah oui, toi, tu dis mais qu'il tient le qu'il truc, a ouais. des intérêts, en fait. Mm. Comme dans le premier avec... pas Denis, Denis... Nedry. Nedry, Oui. qui en fait travaille dans une structure et en fait est attiré par le profit, a une morale assez douteuse et en fait va s'acoquiner avec, pour le coup là dans Jurassic World, des instances militaires, Ouais. puisqu'il est intéressé par le fait que des dinosaures très méchants, très violents, très efficaces pour tuer feraient des armes assez intéressantes. Et lui, son argument, c'est imagine si en fait on utilise les dinosaures dans un cadre militaire, en fait ça remplacerait les humains, tout Ouais, c'est simplement. ça. Tout à fait. Donc son argument c'est il y aura moins de morts. Oui. Mais Chris Pratt, il adore les dinosaures, c'est un petit peu ses petits chats à lui, mais d'ailleurs c'est comme un propriétaire de chat, hein. Oh trop mignon, puis en fait tu te retrouves avec des traces de griffures partout. Ouais. Lui il adore ces petits vélociraptors qui C'est veulent pas le sans nous bouffer. rappeler certains Américains d'ailleurs, mais bref. J'ai pas la rêve. Tiger King. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est oui. vrai. Ah ouais, tu vois, Ouais, c'est c'est vraiment ça, ouais. quoi, c'est- Ah ouais, bien joué, j'avais pas du tout fait le. Ouais, il aurait peut-être dû C'est un peu le Jurassic l'habiller Park. pareil, tu sais, avec son coupe vieux mulet. look de merde. And I saw a tiger. Oh là là. Mais oui. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, Tiger King, c'est une série entre Netflix, gros guillemets documentaire sur un Américain qui a un parc avec donc des animaux sauvages, donc des lions, des tigres, et qui se prend vraiment pour le roi de la jungle, quoi, qui a l'impression que c'est leur gros poteau, et bon, bref, c'est Alors assez- qu'il y avait un parc d'ailleurs, parce qu'il est Ah en, oui, il est en tôle, non, je crois. ouais, c'est ça. J'ai pas vu la saison 2, je crois qu'il est en Il est tôle encore justement. en Ouais, oui. prison, ouais. Mais c'est une série de fous. Hein. Oui, assez, c'est euh, l'Amérique dans toute sa splendeur, C'est ça ça. fait rêver. Et je voulais faire une micro-parenthèse pendant qu'on parle des États-Unis. Alors, c'est vraiment juste une anecdote, mais on parle donc de ce personnage-là qui tient le centre et qui veut faire des dinosaures militaires, disons. Il est joué par Vincent D'Onofrio, ce qui fait que dans la saga Jurassic Park, Jurassic World, on a 2 anciens soldats de Full Metal Jacket, puisque dans Le Monde Perdu Jurassic Park, qui était le deuxième opus réalisé par Spielberg, on avait Arliss Howard, qui était un des soldats de Full Metal Jacket, et Vincent D'Onofrio, qui joue dans Jurassic World, c'était l'engagé baleine dans le film de Kubrick. Voilà. Fin de l'anecdote. Très bien. C'est tout. Euh, Mais d'un point de vue militaire, cela dit. Oui, oui, Ouais, c'est- c'est donc rigolo. c'est thématique. Ouais. Et je crois que c'est dans le 3 que revient cette histoire des animaux fantastiques, des animaux guerriers, puisque dans le 3, me semble-t-il, il y a quelqu'un qui doit dire « Mais rappelez-vous, historiquement, de toute façon, il y a toujours eu des animaux pour faire la guerre, les chiens, les éléphants, etc. » Et c'est vrai, les chevaux, d'ailleurs Spielberg a fait un film C'est là-dessus. C'est vrai. Mais bon, on comprend bien, alors oui, on comprend le potentiel énorme, hein, c'est-à-dire que face à des humains, et d'ailleurs à chaque fois que les vélociraptors sont en action, on se dit qu'effectivement, sur un champ de bataille, ça serait pas mal. Déjà, parce que s'ils crèvent, on s'en fout. C'est des animaux qui, de toute façon, n'ont pas de... on ne leur doit rien, puisqu'on les a créés Les ex personnages nihilo. le disent, hein. Ils Oui, oui. disent les dinosaures, on les a recréés, ils n'ont pas d'existence propre dans la nature, donc en fait on s'en fout. Et ils le disent Oui, littéralement. oui, On oui. leur doit rien, enfin je crois qu'ils disent il n'y a pas de morale à C'est avoir. ça, oui, oui. Ils n'ont pas de Ils droit. n'ont- ouais, voilà, ils disent ils n'ont aucun droit. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qui revient aussi dans, du coup, le deuxième film Jurassic World 2. Ah bah oui, s'appelle puisque donc- bah, effectivement, C'est toute cette question. puisque c'est là Fallen Kingdom. qu'il faut savoir. Alors, bah oui, qu'est-ce qu'on... Qui change de réalisateur. Qui change de réalisateur. Et qui du donc, coup change un peu de ton, puisque John A. Bayona. Bayona, moi je dis Bayona, est un réalisateur qui a lorgné beaucoup du côté du cinéma d'horreur, du film de genre, puisqu'on lui doit notamment L'Orphelinat, et aussi Quelques minutes après minuit, qui étaient des films très typés gothiques,
Fantastique. mais vraiment à l'ancienne, avec des vieux manoirs, un petit peu comme ferait aujourd'hui un Guillermo del Toro, inspiré un peu de la Hammer, ou des Dracula, des Frankenstein, des films gothiques. Voilà. Ne reparlons plus Clin d'œil. jamais de Wink Dracula. wink. Donc Jurassic World Fallen Kingdom, qui est un film qui est très fidèle au roman de Bram Stoker. Wink wink. Ceux qui ont écouté la précédente émission comprendront. Les autres ont qu'à être fidèles à l'émission. Je plaisante évidemment. Donc voilà, Fallen Kingdom, qui est la suite directe de Jurassic World. Sauf que cette fois-ci, les dinosaures se sont échappés de l'enclos. Et donc ils ont tout cassé sur l'île. Ils ont foutu le bordel. Ils ont fait une espèce de ZAD en fait. Oui. Ils ont repris leurs droits, quoi. Ils ont créé une zone à défendre, et donc... À noter que ça, on s'en fout, ça dérange personne, jusqu'à ce que... jusqu'à ce que... On nous dise, alors là aussi... truc narratif sorti de mon cul, pardon, on découvre que en fait ça se passe dans le centre de la France et que y a des volcans. Voilà, c'est Volvic, je sais pas quoi. Il y a un volcan qui va entrer en éruption sur cette île. Ils n'avaient pas fait le lien au départ quand ils ont créé le parc. Et il faut sauver les soldats dinos. Parce on retrouve le thème du braconnage ça va revenir et de identique. l'éthique animalière, voilà. Comme dans le 2 en fait un peu. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut les sauver? Alors là, Bryce Dallas Howard, qui tout à coup, après s'en être foutu plein les fouilles, devient de méga gauche. Voilà, devient de méga gauche. Genre c'est comment elle s'appelle, notre actrice française là. En fait. C'est Brigitte Bardot des dinosaures. Il faut à tout prix les sauver. Elle a créé. Il y a plus de gauche que Brigitte Bardot. Mais bon. Oui, ça c'est pas faux. Mais enfin vraiment, c'est déjà donc assez peu crédible. Mais c'est bon, peu importe. Il faut sauver les dinosaures et elle essaie d'avoir le soutien des politiques, de l'argent et compagnie. Et ça a l'air mal engagé, mais finalement, il va y avoir une mission qui va être lancée. Alors c'est là que ça devient casse-burne, puisque c'est par l'associé de John Hammond, qui vit dans un manoir, qui vit avec sa petite fille, qui, comme il est très vieux, a un peu délégué tout ça à une tierce personne, le gendre idéal, je sais plus son nom, on s'en fout, et donc c'est lui qui chapeaute et qui gère tout ça. Il envoie donc une équipe en faisant croire que c'est pour sauver les dinos. Mais évidemment, une fois que Bryce Dallas Howard, qui a déjà pris un méchant coup dans la gueule, on sent qu'elle a eu beaucoup de soucis, quoi. C'est méchant. Oui. Dans la vraie vie ou dans le film? Dans le film. Je suis sûr que dans la vraie vie. Ouais. Ça se casse la gueule dans le 3, c'est affreux. Je peux pas la voir en peinture. Mais c'est bon, je suis désolé. De toute façon, je dis toujours du mal des hommes comme des femmes, donc on peut pas me taxer de... Voilà. De leur apparence, surtout. Voilà, de leur apparence, oui, bien sûr. Je dis ça comme c'est... Tu dis ça normal, quoi. Ils sont moches, c'est son truc. J'aime pas ce qui est moche, c'est bon. Je me désolidarise de ses complètement de ses propos. Voilà, bon. Donc, elle est encore allée recruter Chris Pratt, parce que entre-temps, ils étaient amoureux, mais ils se voyaient plus. Donc lui, fait des toits quelque part dans l'Iowa ou le Montana ou je sais pas quoi. Voilà, et elle vient l'embaucher. C'est Bruce Marteau. Voilà, c'est Bruce Marteau. Elle vient dire, allez, viens, j'ai besoin de toi. On est d'accord, c'est ça que c'est oui, comme ça se passe. Donc ils vont sur l'île. Et là, ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que évidemment, il y a des gros méchants braconniers. On comprend très vite que ils les embarquent, ils les maltraitent, et l'idée c'est de récupérer les espèces qui sont bankable, quoi. C'est ça. Donc les herbivores, on s'en fout un peu. Un peu. De toute façon, pour les transporter, merci bien. Ça me fait penser à la scène. Bah oui. Alors moi, je dois quand même le dire que. Attends, vas-y, je te laisse non, continuer ton résumé ou je peux... Vas-y, parce que de toute façon, il est chiant le résumé. Bon, bref, en gros, voilà, il y a cette mission, et donc les militaires arrivent à choper des dinosaures, et quand le bateau part, on voit ce bronchiosaure seul sur le quai, et là, les larmes de tristesse du bronchiosaure. Alors du brachiosaure. Bronchiosaure, c'est une maladie. Vous cassez toute l'émotion. Excusez, là, pardon. On parle quand même d'un brachiosaure qui se fait abandonner. Mais c'est ça, avec la brume, avec la fumée, le volcan, et lui qui est seul et qui a pas été emmené parce que il est pas assez bankable, et oh là là, j'ai pleuré très sincèrement, quoi. J'étais en mode là c'est méta des directeurs de casting en fait qui envoient chier des jeunes actrices pleines d'idéal. Alors évidemment, moi je vomis à ce moment-là parce que je trouve que c'est dégueulasse d'essayer de nous faire chialer avec ce truc. C'est
putassier de faire ce... On s'en fout. Mais non, cette merde en image de synthèse en plus. Oui, qu'est-ce c'est vrai, qu'on il nous a a- pas tort. Et là, ça y est, on va nous faire chialer. Ah non, mais attends, c'est faire tirer des larmes. Non, on a le droit de d'accord faire avec vous. pleurer, mais il faut. Non, je dis pas que la première fois, j'ai pas. Bien sûr, la première fois, j'ai dû chialer, tu sais, ou vaguement. Mais il s'est senti ça, il a fait non, je me suis fait avoir Ouais, comme ouais. un bleu. Exactement. Ouais, ouais, Donc, c'est de la merde. La semaine dernière, quand j'ai revu, là, j'ai dit non, ce coup-ci, no passaran. Je vais pas pleurer là, d'accord? Et je pleurerai pas d'ailleurs. Je vais rire même. Haha, bien fait pour toi. Saloperie de bronchiosaure. Tu m'as gâché mon hiver dernier. J'étais isolé pour Noël, connard. Donc, tac, ça finit. L'île, parce que bon, ils l'ont pas pris aussi. Attention, hein, il y a le volcan qui commence à pétarder aussi, donc il fallait qu'il se barre très vite. Ouais. À leur décharge, quoi. Est-ce que sinon, peut-être qu'ils auraient pris le braquage? J'en doute, c'est vrai, mais disons que là, ils sont dans le rush, quoi. Ça brûle, donc faut partir. Et deuxième partie du film. Alors, peut-être pas très équitable en termes de minuterie, mais enfin. Si, à peu près, si, hein, c'est- parce que Mais ça dure pas très longtemps. sur Même l'île, si, finalement. même si c'est pas équivalent en termes de temps, on a vraiment Voilà. un deuxième temps. Le manoir. Et là, c'est là où ce que je disais tout à l'heure sur le cinéaste Bayona Bayona. fait sens, c'est que tout à coup, on a une esthétique gothique qui vient et qui va même contaminer les dinosaures, puisqu'on a des séquences quasiment d'horreur explicitement, où les dinosaures deviennent des créatures presque vampiriques qui font penser au film de la Hammer que Ouais. je citais, les Dracula et compagnie, où on a une espèce de ombres, manoir les- gothique, Mhm. où ça joue avec les ombres, Ouais. où ça joue avec l'esthétique, je vais le dire pour la millième fois, gothique. Oui, même la Euh, verrière. exactement. Ouais. Et pour le coup, alors le film est vraiment pénible et assez idiot et il y a plein de choses qui fonctionnent pas et même en termes de suite, c'est une direction qui est assez étrange, etc. Les questions éthiques sur parce que du coup en fait dans ce manoir ils vont les vendre aux enchères en fait, Ouais. ils vont organiser une grande vente aux enchères pour vendre les dinos. On a cette espèce de volonté de retourner, mais comme dans le 2 en fait, comme dans Jurassic Park 2, on a l'impression que ces deux sagas sont un remake parfait, un miroir exact de cette saga. On a tout à coup une tonalité film d'horreur qui rentre en jeu, qui est très assumée, qui marche pas de ouf, ça fait pas très peur non plus, hein, mais on a un travail où on met les dinosaures dans un contexte esthétique un peu singulier, où on va aller chercher un peu des tropes, quoi, de les architectures particulières. C'est ça. Et si on mangeait les très très riches? Exactement, comme Dracula. Non, rien à voir. Il y a ça dans le roman de Bram Stoker, je vous jure, c'est vrai. Ah, ça me suit longtemps cette histoire. Mais je crois on tient officiellement, et je crois qu'on peut s'applaudir, le pitch le plus long de l'histoire de l'émission, bravo. Oui, oui. Puisqu'en fait, tout ce qu'on avait à dire sur le film, c'était... Mais voilà, c'est ça, une fois qu'on aura fini le pitch, on aura fini de parler du 2. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, ce qui est mauvais signe en général. Quand Et vous me redites, il quand faut on reparle des ajouter en trucs, ça me fait revient, mais- 2-3 merdiers Oui. qui sont ajoutés pour allonger la sauce et créer un personnage inutile Mais et si. monstrueusement casse-couille, mais qui va moyennant quoi nous suivre dans le 3, c'est le personnage de Maisie. Tantôt, écrit Moisy. Donc, la petite fille du l'ancien camarade dont on n'avait jamais entendu De parler, John hein, Hammond. de John Hammond, qui serait une histoire alors, il y a une tension sur cette histoire de génétique, c'est-à-dire qu'en fait, on croit, mais le 3 nous montrera que non, mais on croit que c'est lui, le vieux, qui a recréé génétiquement sa fille qui est morte Mais ça, dans c'est le personnage. vraiment de la merde. C'est de la merde, on Je s'en comprends fout. pas ce que ça fout là. On En s'en fait, fout. on dirait du Resident Evil. Pour ceux qui ont vu les films ou même les jeux vidéo, c'est le même truc. C'est des histoires de génétique à la con, sauf que Resident Evil, c'est un jeu vidéo, c'est rivé, on s'en fout. Et t'as le même truc du manoir à l'intérieur duquel, en fait, il y a un complexe scientifique, un vieux manoir qui fait peur, le vieux manoir de film d'horreur à l'ancienne, avec dessous un laboratoire. Mais moi, je suis venu voir des dinosaures. Je m'en fous de cette petite fille. Oui, Et c'est vraiment, c'est grotesque en fait. vraiment. Et surtout, je n'arrive pas à comprendre, et ça a été très reproché, ce qu'on va dire, c'est pas très original, mais qui a eu l'idée d'introduire ça dans cette saga, de penser que ce serait intéressant et de penser que ça ferait un arc narratif qui justifierait C'est clair. d'en faire aussi un des sujets centraux de la suite. Ouais. Ils y croyaient fort à ce truc. C'est délirant. C'est délirant parce que c'est chiant, ça casse des Ça trucs. fait reset, Ça vraiment. fait, bien quoi. sûr. Et c'est vrai que une fois qu'on arrive en fait dans ce manoir, à part parce que le manoir c'est joli, qu'il s'y passe un truc, que on reste encore dans cette idée de vente. Alors là, c'est donc le salopard hein, qui est l'assistant du vieux. Évidemment, fait tout ça dans ce grand manoir, comme le vieux, il est vraiment croulant quoi. Donc ça se passe juste en dessous, mais en dessous il y a 1 million de personnes qui sont arrivées, il y a 250 bagnoles, ils sont tous là en train 15 millions, 50 millions. Donc le mec s'en fout plein les fous, il vend des dinosaures à gogo et ça se fait tellement vite que certains partent déjà hein, parce qu'ils ont été achetés. Bon, évidemment, on n'a pas parlé, mais
Il y a le nouveau Docteur Wu a encore fait des siennes. Il a créé encore plus méchant, encore plus truc. Parce que le 2 commence comme ça, si je dis pas de bêtises. On a récupéré un os du gros méchant du World 1. Donc, pour récupérer son ADN. L'Indominus Rex. Ouais, c'est ça. Pour créer donc cette espèce de truc mi-Vélociraptor, mi-Indominus Rex. Hein, et oui, et si, pour faire ce truc qui, alors lui, c'est l'Elton John un peu du dinosaure. Tu sais, il brille, il est doré comme ça. I'm still standing. Voilà. Mais bon, alors effectivement, il est très très effrayant. Il est très très balèze. Il est beaucoup plus gros. Il chante très bien. Il chante très bien. Il est entre le T-Rex et le Vélociraptor, c'est-à-dire qu'il a la fluidité du Vélociraptor, mais il est beaucoup plus gros. Et il a été aussi dressé. Ça va être un truc qu'on va retrouver, mais pareil, c'est inutile, mais qu'on va retrouver dans le 3. C'est que maintenant, c'était pas assez. Si on met un pointeur laser sur quelqu'un, il comprend que c'est lui, il doit bouffer, et donc tu actives la machine, et puis derrière, il devient comme un fou. Alors, ça devient hyper aléatoire, par contre, les moments où tu casses ton accent. Oui, je sais pas. Peut-être quand ça m'énerve. Oui, ouais, tu vois, c'est parce que en soi, on a compris qu'il était terrible, ce dinosaure qui pouvait tuer tout. Lui, il est vénère. Le fait qu'on puisse pointer un machin. Non, bon, il y a une scène que j'aime bien, c'est quand il y a cet affreux braconnier. Oui. Qu'on avait déjà sur l'île et qui lui a évidemment, comme c'est un braconnier, c'est un fils de pute. Là, on peut le dire, il y a pas de personne pourra s'en offusquer, c'est les fils de pute. Les braconniers. Donc lui, ce qu'il aime bien, c'est avoir un trophée. Donc il arrache les dents des stégosaures, des machins. Il dit même aux stégosaures auxquels toi tu vas casquer quand tu vas te réveiller et tout. Donc c'est vraiment, il sait qu'il fait souffrir. Et quand il voit au moment où tout le monde s'est barré parce que il y a eu un dinosaure qui s'est enfui. Enfin bref, hein, il va aller voir ce très méchant dinosaure, ouvrir sa cage et il veut lui arracher un bon chicot. Sauf que le dinosaure, il a oublié d'être con. Il s'est pris une fléchette ou deux de tranquillisant et il a fait le mec qui dort. Et donc il y a ce petit moment drôle, c'est là le jeu de sa queue comme ça, hop. Et puis bon, là l'anthropomorphisme va jusque là, c'est-à-dire qu'il fait carrément un sourire et il chope le bras de ce fils de pute et il le bouffe. Et alors l'autre évidemment crève et pleure et on est content parce que lui vraiment c'est un très méchant. On comprend que lui il a dû tuer des lions, des trucs, enfin que c'est son kiff quoi. Donc il y a ça et après c'est là qu'il va y avoir, comme il s'échappe, il va y avoir cette grande course-poursuite sur les toits, les machins, les trucs, avec la petite, Chris Pratt qui doit la sauver, je sais plus quoi. Et Blue, sûrement, qui refait son apparition derrière les fagots. Allez Blue, viens m'aider parce qu'on est super Blue, copains. J'aimerais bien un montage du film où il y a cette musique à chaque fois qu'elle débarque. Mais en même temps, oui, ce serait pas plus crétin. Non. En vrai. C'est clair. Alors, il y a plus crétin. Oui. Ça s'appelle Jurassic World, le monde d'après. Le monde d'après. Alors déjà, je me suis dit, alors c'est en VO, c'est Dominion. Oui. Jurassic World Dominion. Et là, le monde d'après, qui est juste l'expression qu'utilisaient tous les relous de Twitter pour parler du post-Covid. Ah oui. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une blague ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment pensé que ce serait un plan marketing ? Quelle année ? 2022. 2022, donc d'accord. c'est vraiment un film post-Covid. Ok. Pour le coup, et c'est surtout un film post-dinosaure qu'on arrive à peu près à maîtriser. Oui. Puisque le concept du film et son pitch un peu, qui pour le coup est pas complètement inintéressant, c'est que cette fois-ci les dinos ont quitté l'île, ont quitté leur zone de confinement, mais ont surtout quitté toute forme de restriction, puisque maintenant les dinosaures ont intégré l'écosystème de la planète Parce qu'ils ont Terre. réussi à s'échapper du manoir à la fin du... Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'on avait même pas fini. Oui. Non mais Parce qu'en fait, c'est le film le plus nul. Un des films les plus nuls qu'on ait chroniqué, c'est celui avec le pitch le plus. Il y en a partout. mais c'est-à-dire qu'une fois que t'as fini de raconter dans les détails ce merdier, bah t'as fini d'en parler. Mais c'est vrai, oui, mais aussi parce qu'on confond parfois le 2, le 3 tellement que c'est un pot pourri. Ouais, j'avoue, je suis passé au 3, mais. Non, mais t'as bien fait parce que c'est la transition, mais il nous manque ce truc-là. Alors, Chris Pratt et Bidule là, donc ils doivent s'échapper. Donc comme lui, il s'est dressé tout. Hein, il pourrait dresser un marcassin, je pense aussi. Bon, donc il siffle frère Toc là, celui qui peut taper avec son crâne très dur. Ça pète un mur. Ils arrivent à s'évader et ils ouvrent un peu comme dans Le Monde Perdu. Ils ouvraient les grilles pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'échappent les dinosaures. Là, ils les laissent, mais ils sont encore confinés dans le manoir, enfin dans Voilà. un truc. Et donc il y a ce truc aussi, ça n'en finit pas de durer. Où il y a un gaz toxique. Les dinosaures allaient tous mourir.
Il y a Bryce machin qui se demande si elle va leur ouvrir. On se dit qu'elle va le faire, Bah, bien sûr, mais elle le puisque- fait pas. Alors c'est Oui. débile, on est d'accord. Elle veut les sauver, sauf qu'il y a Chris Pratt qui est là, tu sais, genre la caution morale, en disant tu sais ce que tu vas faire, ça va être la fin du monde hein, si tu laisses sortir. Bah d'accord, toi tu dresses des vélociraptors et tu commences à me parler. Bon, alors déjà, va chier. Donc elle dit bon, et elle referme le petit capuchon. Donc non, on va pas les laisser sortir. Accent, va comprendre pourquoi l'accent stéphanois maintenant. Oh non, on est dans la merde. Et là, Maisie, elle ouvre le truc finalement en disant bon alors elle a tous les droits, elle comme elle a été Oui. génétiquement modifiée, c'est un OGM cette gamine. Et Donc elle ouvre et ils partent. Vous savez ce qui est hyper balèze, c'est qu'on a pitché pendant 25 minutes tout le film sans même parler du personnage de Franklin Webb, qui est le personnage introduit dans le film, qui est quand même un peu important, qui est cette espèce d'écolo joué par Justice Smith. Putain, Qui pourquoi est- on voit pas nous? On est deux cons à se regarder. Vous là. savez, l'espèce. Un jour, je vous montre Oui. sa tête, là, j'ai lui, là. On en a même pas parlé. Mais non, mais c'est dans le 3 lui. Fais voir. Mais il est dans le 2, lui. Ah non, c'est dans le 2, pardon. Il est dans Oui. le 3, mais il apparaît dans le 2. Mais non, parce que là, il a grandi. Voilà. Là, il a les cheveux longs. Tu sais, c'est ce jeune geek. Oh oui, ouais. Oui, oui. Mais bon, dans le 2, il a quand même un Oui, rôle, c'est vrai. Bah, il est là pour faire des blagues, en fait. C'est ça, parce qu'il Oui, est mais assez je veux dire, il lâche fait partie et quand même finalement, Des blagues l'équipe, woke. qui lance un peu l'idée qu'il y a des gens qui veulent sauver les dinosaures. Tu vois, genre, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est un peu ça quand même. Hein. Je suis désolé, mais ça fait limite caricature de. Alors, je vais pas dire, parce qu'on va encore me taper dessus, mais au moins du geek, quoi. C'est ah non, j'ai pas envie de faire ça. Oh, j'ai trop peur. Ça va, c'est hyper chiant. On n'est pas là pour. T'aurais pas peur, toi, peut-être? Si? Face à des dinosaures super gros qui peuvent te manger? Bah peut-être, mais peut-être que je ferais pas. J'ai trop peur du sang. Qu'est-ce qui. Non, bah c'est quoi ça? On dirait celle que t'aimes bien, là, tu sais, la chanteuse Affida Turner, là, ou je sais pas quoi. Ah oui, qui fait très très bien le Vélociraptor. Ah oui? Ah bah oui, tu nous avais fait C'était écouter, pour je ça suis qu'on bête. en avait Non, parlé. je voulais isoler le son d'ailleurs. Tant pis, vous irez voir, lors d'une chanson, elle a lâché un cri qui fait vraiment penser à celui du Vélociraptor dans le premier Jurassic On Park. essaiera de vous le mettre sur Instagram si on Oui, peut quand voilà, on sortira. on vous fera- Que de talent dans ce monde. Alors, d'ailleurs, Donc- Affida Turner qui aurait peut-être pu écrire le scénario de Jurassic World, le monde d'après, tellement c'est De la- bidon. Merde. Donc, sachant, comme je le disais, que le concept n'est pas complètement inintéressant, il y avait potentiellement un truc à explorer. Le film s'ouvre sur des images amateurs, vidéo, de plein de gens en fait qui filment au quotidien en train d'interagir avec des dinosaures qui ont intégré leur environnement de vie. Et après, j'ai tout oublié. Et ben après, oui. Bah, de toute façon, Chris Pratt et Bryce Dallas. Ouais. Howard, Club. parce que c'est la fille de Ron Howard pour avoir le. Ah d'accord, Ouais. ok. Bon bref, pour ça qu'elle est rousse. ils sont copie-copains. Alors c'est fou parce que peut-être encore dans le Jurassic Park World 1, mais alors dans les deux autres, aucune alchimie entre les deux acteurs, c'est terrifiant comme Mais il y a elle est moche. aucune complicité. Non mais rien à non, voir, mais stop. arrête de dire ça. Moi je la trouve pas Coupe moche. son micro. Je vais te censurer Quentin. Oh bah putain. Non, On est non. woke ici. On Oui, oui. censure les- Bon bref, ils s'installent au milieu de la forêt, tout ça, comme ça ils adoptent Maisie. Oui. Et qui leur dit non mais de toute façon t'es pas ma mère, alors, je fais ce que je veux, voilà, sur son petit vélo. Putain, ils ont même Et- reproduit la génétique chiante des ados. Oui. Et Blue est avec eux dans la forêt et a un bébé par on ne sait quel miracle qu'on comprendra un peu plus tard parce que en fait le scientifique Dr Who qu'il faut arrêter avec ce scientifique qui fait genre oh non mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui a créé toutes les merdes qui arrivent successivement. C'est clair. Il explique que Retirez-lui son il y a diplôme de scientifique. l'ADN de attends je vais le retrouver, de l'ADN de Varan Ah oui. dans Blue et donc il peut Blue Peut se reproduire. peut se reproduire elle-même quoi. Oui, oui. Bah alors ça, c'est Immaculée conception. c'est les Voilà. machins oui, que tu rajoutes. Alors c'est vrai que le film ne s'embarrasse de rien, mais nous embarrasse énormément. Parce que pour être très sérieux, Ça dure C'est- 2h27. oui. Et c'est le 2 déjà nous mettait très très mal, mais Mm. celui-ci est, comme on dit maintenant, je crois que c'est rentré dans le dictionnaire, malaisant, mais vraiment. C'est même pas pour en rire, même pas quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout est grossier. Donc c'est Colin Trevorrow, là, mon cul, qui a repris la réalisation. Et alors c'est grossier dans les dialogues, c'est-à-dire pour tous les Mongoliens de la Terre, il faut bien rappeler les liens. Alors, tu sais, c'est ces répliques là où on dit tu te rappelles de la dernière fois que tu m'avais dit ça et que cette fille, cet enfant, eh bien, on l'a depuis parce qu'en fait, elle était dans le manoir. C'est bon, on a vu, c'est une trilogie, il y a 1 milliard de personnes, on est au courant quand même à peu près du truc. Et si on va voir le film, c'est que on a une petite idée quand même de Moi, l'histoire. j'avais pas vu le 2 quand je l'ai vu.
Bon, alors Bah, pourquoi j'ai ils quand ont même fait tout tout compris. Oui, alors voilà. Non, mais Mais j'ai tout oublié quand même. ça s'arrête là-dessus. C'est grotesque avec la chasse au truc. C'est-à-dire que Chris Pratt est dans le Montana ou je sais pas quoi, à cheval, en train de Et poursuivre. d'ailleurs, les effets spéciaux de ce passage-là, j'ai C'est- halluciné. avec C'est son d'une lasso. laideur. J'ai Mais rarement c'est vu moche. des plans aussi moches. C'est con. C'est tellement moche qu'on le dit en même temps. Ah oui, oui. Et en fait, alors, quel est le lancement de ce film? C'est-à-dire, une fois que, parce qu'ils ont compris quand même qu'on pouvait pas faire 2h20 de film dans le Montana, enfin, en tout cas pas avec ce scénario-là, parce que dans le Montana, pas de problème. Donc, il y a toujours la petite, arc narratif de malade, qui va se faire enlever parce que, comme elle a été génétiquement modifiée, eh bien, elle revêt un intérêt très particulier pour, on va dire, soigner le cancer ou je sais pas quelle merde. Si, c'est un truc comme ça en plus, pour soigner Ouais. toutes les maladies. Et d'une part, d'autre part, on veut enlever la maman ou le petit vélociraptor, donc l'enfant de Blue, sûrement l'élevage de poules. C'est les mêmes méchants à peu près qui enlèvent ça. Ce qui oblige donc Chris Pratt et sa meuf à aller donc à la rescousse, moyennant un passage par je sais plus quoi, Istanbul ou je sais pas quoi. Omar Sy qui ramène sa gueule, je suis encore là, je sais pas trop pourquoi. Des méchants parce qu'il y a un commerce évidemment énorme, ça c'est Ouais. bon, intéressant. Là, il y a Le marché noir, c'est une des seules C'est la bonne idée. séquences où il y a une Oui. idée intéressante, puis la mise en scène est pas mal. Oui, ça le va. décor est bien travaillé. Après, On en est quand même là. Oui, alors le chef décorateur a fait un travail tout à fait honnête au Mais milieu de c'est cette merde. c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Et alors avec, en revanche, donc le retour de nos anciens, c'est-à-dire de oui. Sam Neill, de Laura Dern. Bon, j'allais dire qu'il avait pris un coup dans la gueule, mais Non. non. Ça suffit, Très bien. Et alors là, tu peux toucher à tout le monde sauf à Laura Dern. Jusque là, je tolérais, Surtout que- rongeais mon frein. Là, le frein, il va claquer. Attention. Et je peux te dire que je vais te foncer dessus. Non, Laura Dern, Et non, c'est mais- quand même surtout que quelqu'un Sam qui. Neill, il a bien vieilli aussi. Quoi, Sam dans le Neill, film. très bien, ouais. Et Jeff Goldblum, il a vieilli. Jeff Goldblum, alors là, Jeff Goldblum. Je commence à comprendre tes goûts. en Oui, fait. bah il reste très très beau. Et alors cela dit, le problème de Jeff Goldblum, c'est que là, on sent qu'il est devenu pianiste de jazz. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus pianiste de jazz que scientifique hein, dans ce film-là. Là, ils sont bat les couilles, Jeff Goldblum. Il vient là, c'est tac, les lunettes, les cheveux gominés. Il est habillé exactement comme sur les scènes Ah, de mais lui, concert. il vit pour les caméras. hein. Lui, impeccable. Mais le truc, on va dire, le seul truc moi que j'ai trouvé amusant, si ça n'était pas si grave finalement, c'est donc cette histoire de boucle avec le premier. C'est donc Biosyn, Oui. le gros groupe qui évidemment en fait est une sorte de Monsanto, puisque c'est eux qui créent directement donc des graines, Des engrais. alors Ah oui, oui. Pas des semences. Des ONG, enfin des OGN. des OGM. Des ONG également. Ils en créent 2-3 Oh, on comme est ça vraiment pour blanchir. fatigué. Donc, ils créent des semences et en fait, ils ont créé. Donc, le professeur Wu a créé des sauterelles Saras, le truc qui fait 40 cm. Ah bah c'est un caniche le truc. Oui, c'est un caniche qui attaque par milliers, donc tout ce qui est pas semences Biosyn. Donc évidemment, ça fait tout à fait penser aux choses qui existent, Roundup, enfin tous ces trucs, bref, on s'en fout, d'OGM. Et On s'en fout pour l'épisode. Hein, je on s'en fout, précise. oui, non. Dans la vraie vie, c'est quand même. Donc c'est intéressant d'avoir repris ça. À la limite, pourquoi pas. Mais par ailleurs, il crée un centre où il y a des dinosaures, donc on se dit. Ah, en fait, il est gentil et machin. Et en fait, là, on a compris, c'est à peine déguisé. C'est Elon Musk, quoi. C'est ça. C'est Elon Musk à fond. Mais en fait, c'est Dodson. Dodson est parmi nous. Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Donc, c'est ce personnage qui avait un chapeau dans le premier et qui achetait à Dennis Nedry, qui payait Dennis Nedry $750 000 de l'époque pour avoir donc ce flacon avec les échantillons voilà. dont on parlait dans l'épisode Et précédent. d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais ce mec qui joue Elon Musk, celui qui ressemble à Elon Musk, c'est le même acteur qui joue aussi un pseudo Elon Musk dans Don't Look Up. C'est le même acteur. Oh. J'ai pas vu donc Look. Moi, je l'ai mince. vu, mais je ne me souviens plus. Parce qu'il lui ressemble. Mais- Mais est-ce que c'est le même acteur qui joue Dawson dans le premier Jurassic Ça, Park non, je crois pas. D'accord. Parce que cet acteur, je crois qu'il est un peu disparu. Enfin, c'était pas... C'était un peu un technicien le mec. Mais voilà, oui, aussi bien, oui, parce que vraiment, il apparaît juste dans cette séquence. Mais bon, on comprend grâce, là aussi, à tellement de références, de trucs. Bon, et là, on voit le flacon.
dont on parlait dans l'émission Ouais, précédente, dans le qui avait musée. disparu et qui est là. Alors c'est vrai que ça ne trompe pas, hein, puisque l'hyperloop, le système pour se déplacer là dans les tunnels, c'est une invention de Musk, d'ailleurs qui n'en finit pas de pas marcher, ce truc. À chaque fois qu'il dit qu'il va l'installer. Oui, mais ça apparemment c'est plus ou moins une escroquerie en plus pour Oui. avoir eu des fonds publics et tout. Enfin, Voilà. De toute façon, en fait, Elon Musk est une vraie ordure de film de Jurassic Park. Ouais. oui. Dans la vraie vie. Bah, de toute façon, non, mais chaque jour, aujourd'hui, nous montre à quel point c'est quand ça. même un Mais obscur c'est salopard. Mais c'est un peu ça qui est terrifiant quand tu regardes Jurassic World. En fait, chaque personnage très caricatural et très méchant existe. Oui. Enfin, tu vois, c'est. Et le film est tellement con que tu te dis ah mais c'est con aussi parce que c'est absurdement caricatural et en fait Ouais, notre monde est aussi nul à chier que Jurassic World 3 quoi. oui, ça c'est triste. hein. On est vraiment dans la merde. hein. ça c'est vrai. Mais on a Omar Sy. Ah ça on peut Alors, quand même- on a Omar Sy qui passe 2 secondes, voilà. Et Petite scène d'action quand même. oui, où il se oui, fait poursuivre non, par des dinosaures. c'est ça, grâce au laser justement qu'on Voilà, avait vu, qui était lancé dans le 2. exactement. C'est une saga cohérente. C'est énormément. Tout tient, c'est le fil rouge. C'est le laser vert qui tient tout le. Bon, après, non, c'est terrible. C'est vraiment, en soi, on en rigole. Mais c'est dur de dire, en fait, parce que voilà, on souligne des incohérences, le fait que c'est assez chiant, que c'est lourd, que c'est. En fait, il y a un effet de trop plein. On a l'impression vraiment que c'est une suite qui essaye à la fois de conclure en beauté une saga en donnant une espèce de conclusion assez ambitieuse, en fait, d'un point de vue même. Éthique sur toutes les questions soulevées par la saga dans une espèce de synthèse où on fait revenir des personnages, où on fait aboutir des arcs narratifs de la nouvelle saga. Et en fait, t'as l'impression que c'est vraiment trop. le gâteau sucré au sucre. Il y a de la crème, mais les crèmes, elles sont sucrées salées à l'intérieur d'un truc, à une Et ganache. rances. Mais Ouais. c'est énorme. Et en C'est fait, horrible. si tu prends chaque truc C'est indigeste. indépendamment, c'est chimique, c'est industriel. Mais bon, à 4 heures, avec un petit verre de lait devant une série Netflix, ça passe. Mais là, tout en même temps, tu gerbes très vite, en C'est fait. exactement ça. Et c'est extrêmement déroutant d'avoir un film qui, en fait, rate autant C'est clair. tout ce qu'il entreprend. Mais en fait, moi, pour revenir un peu sur tout ce qu'on disait et pour donner peut-être une synthèse, moi, je trouve que c'est pas le bashing du film est parce que le film s'est vraiment fait massacrer. Oui, c'est un mauvais film, mais en fait, je préfère limite un film qui entreprend un million de trucs qui marchent pas et qui sont nazes qu'un film cynique ou vraiment ou un film vraiment qui se fout de la gueule du monde. Là, c'est juste une espèce de ratage industriel. J'ai l'impression en fait que plein de gens ont essayé de faire un truc qui en fait s'est complètement cassé la gueule. Mais Moi, j'ai pas de haine pour le film en fait. Je trouve qu'il est même plus triste et pathétique Ouais. que détestable. Moi, j'ai marqué que ça me faisait penser à un mélange entre Star Wars, Mission Impossible et une franchise Marvel. Parce qu'en Et fait, tout ce qu'il y a de pire dans ces trucs-là. Mais c'est ça, parce que t'as plein de plans aussi avec les anciens qu'on adore revoir, ça nous fait plaisir, mais tu sais, ils élargissent les plans pour qu'on les voit dans des positions un peu de super-héros, exactement. quoi. Ouais. Et c'est ridicule parce qu'ils sont dans une situation où ils ont pas le temps. Et tu perds l'attrait principal de Jurassic Park et Jurassic World, qui est en fait, nous, voir des dinosaures, ça nous fait un peu kiffer, et là, c'est plus la question. Bah remarque, c'est on en voit plus des le problème. dinosaures Sam Neill dans le film, donc. Salaud. Alors, cela dit, Jurassic World, le monde d'après, en fait, échoue un peu pour les raisons qui avaient poussé Spielberg à raconter l'histoire d'un échec de Spark dans Jurassic Park, parce que ce qui a tué la saga, c'est sa franchisation, en fait. Et quand on franchise un film et que c'est même plus une saga, mais une franchise, il y a un cahier des charges qui oblige, en fait, à faire rentrer au chausse-pied, au forceps des trucs à l'intérieur. Et en fait, ce qui a tué Jurassic World, c'est le capitalisme cinématographique qui pousse en fait des investisseurs à penser que les gens veulent voir des trucs, C'est ça. alors qu'en fait les gens veulent voir des bons films. C'est ça. Et en fait, tu finis par mettre dans les films ce que tu penses que les gens veulent voir, et donc tu fais plus un film, mais tu fais une espèce de cahier des charges de ce que veulent voir les gens. Où tu coches. Et les gens, ils veulent pas non plus bouffer que des gâteaux hyper amers, enfin non, pas amers, mais des gâteaux hyper lourdingues qui te restent sur le ventre. Et en fait, il y a plus de films. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour les derniers Star Wars. Et d'ailleurs, Colin Trevorrow a bossé sur le dernier Star Wars, qui est une espèce d'aberration, enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est des films qui sont déjà lourds de base, c'est des films hollywoodiens, mais là, on arrive à un stade où il n'y a plus de saga, il y a des franchises, c'est le terme utilisé par les studios, par Disney avec Marvel, etc. Et il n'y a plus de films. Je ne saurais pas comment l'exprimer pleinement, mais les Marvel, c'est même plus des films. Il n'y a même plus d'unicité. Tu vas même plus voir Black Panther pour qu'on te raconte une histoire qui a à peu près un début, une fin. C'est-à-dire qu'en fait, tout le début du film déborde sur le précédent, toute la fin déborde sur le suivant, et au milieu, t'as quelques péripéties. Mais qui en plus souvent s'emboîtent mal, sont pas clairs, c'est fouillis parce qu'on essaie de rattacher ça à d'autres trucs. Le monde d'après, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on a des restes du film précédent dont on se fichait, qui étaient mal introduits, qui sont mal continués, qui sont mal conclus. On doit remonter aux autres sagas pour reboucler avec ce que les fans a priori fantasmeraient, alors qu'en fait, on a bien vu qu'on pouvait faire plein de films sans Sam Neill et que ça marchait très bien. Donc en fait, c'est un exemple parfait de comment Hollywood massacre des films qui marchent plutôt bien à la base, dont on peut imaginer des suites tout à fait correctes, en les franchisant. Et la franchise, c'est capitaliser sur ce qui a fonctionné. Donc, ce qu'a tué Jurassic Park, c'est le capitalisme. Voilà. Merci. Ouais, voilà, très bien. Au revoir. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec. C'est terrible, ouais. C'est terrible parce qu'il y a, par exemple, une super idée. Enfin, il y en a plusieurs en réalité. Il y a des dinosaures qui sont classe, en plus des trucs qu'on n'avait pas vus. Et un truc pour nous qui sommes paléontologues, qui fait plaisir, par exemple, c'est d'avoir commencé à mettre les plumes aux dinosaures, qui est quand même plutôt. Voilà, Au bout de 6 films, il était temps quand même. Ben non, mais ouais, c'est ça. Mais bon, on on actualise un petit peu les découvertes scientifiques et donc effectivement, de plus en plus probable que les dinosaures aient eu, pour certains en tout cas, des plumes. Et donc il y a des dinosaures qui arrivent et qui sont, alors oui, des gros gallinacés. Mais c'était pas mal d'avoir ajouté ça. Mais après, effectivement, c'est submergé par tout ça. Disons que ça va pas sauver tout le reste. Ah ben non. C'est un détail pas inintéressant. Et puis alors cette espèce de rédemption à la fin, où on en a parlé dans celle-ci ou dans l'autre, je sais plus, mais du Docteur Who, qui alors, donc quand même, c'est ça qui est extraordinaire, va arriver à nous faire croire que le mec, en fait, à chaque fois qu'il fait un truc, c'est pas de sa faute, quoi. J1, c'était lui, quoi. Enfin, vraiment, exactement, c'est lui qui tu l'enlèves, il y a pas de saga. En fait. Et là, genre, on le voit à la fin dans son champ où il jette un truc qui va aller, je sais plus quoi, pour buter les grosses sauterelles, quoi. Je sais pas. Mais genre, mec, la rédemption, mais ça fait 50 ans que tu fais de la merde. Et pour t'en foutre plein les fouilles, accessoirement. Donc, qu'est-ce que tu vas... Non, j'ai pas voulu créer la bombe atomique, c'est un accident de parcours. C'est exactement ça, quoi. Mais ferme-la. En fait, tu l'enlèves, Day One, le premier Jurassic Park, est une comédie familiale qui passe sur M6 pendant la période des fêtes de Noël. C'est ça. Est-ce que j'aurai le temps, messieurs, de faire mon petit jeu qui va être très rapide? Bah, ça fera office ça remplace les recommandations. Bah, si ça vous va, oui, moi. Tout à fait. Ouais, ça vous convient? C'est parfait. Alors, j'essaye de vous expliquer succinctement ce petit jeu. En fait, en voulant dire le nom d'un des acteurs ou d'un des réalisateurs, je me suis plantée, j'ai fait un mélange entre deux acteurs. Ok? Bien sûr. Et donc, je vais vous proposer 3 noms. Donc, il y a un des acteurs ou réalisateurs de la saga Jurassic World, du coup, et un autre, et je vais vous demander d'essayer de trouver les deux. À chaque fois, les deux ont le même prénom, et c'est sur le nom de famille qu'il y a un petit mélange. Ok. C'est parti pour le premier. Allez. Okay. Alors, je vous propose Steven Spielberg. Alors, Steven Seagal et Steven Spielberg. Bien joué. C'est sur celui-ci où je me suis oui, le fameux frère de Michel Fourmy. Oui, Michel Fourmy, voilà. Là, tu peux le faire de Il commence vraiment à y avoir un lore dans le podcast. Il y a Dracula, il y a Michel Fourmy. Là, faut retourner vieux dans les épisodes, mais Michel Fourmy... Mais Michel Fourmy, je crois qu'on l'a jamais expliqué. C'est qu'à un moment, on parle de Steven Seagal, et moi, au fond, je fais une blague en mode moi, je préfère son frère Michel Fourmy. Et en fait, j'ai fait la blague, et personne n'a réagi parce que vous pensiez que Michel Fourmy, c'était un vrai mec, en fait, alors que c'était genre la cigale et la fourmi. Voilà, explication du lore. Trop de culture, quoi. Vous irez réécouter, c'est dans un ancien épisode, je sais même plus lequel d'ailleurs. C'est le premier, peut-être. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième? Jeff Goldbridge. Alors, Jeff Goldblum et Jeff Bridges. Putain, bien joué. Alors, Jeff Bridges, c'est l'acteur de The Big Lebowski. Oui. Ouais. Putain, j'ai pas eu le temps de respirer. Sam Neill Hurston. Alors, Sam Neill et... Neil Hurston? Ouais. Sam? Sharon Stone. Non. Mais c'est un Sam, C'est forcément. un Sam. Sam fait chier. Ça me fait qu'il me pas. Alors, Sam Neill Hurston, qu'est-ce que c'est? Qui est le deuxième Sam? Sam Hurston? Je l'ai vraiment pas... Un mec dans le cinéma? Ouais. Ah, c'est pas Sam Bridgestone, genre le second assistant lumière sur... Non, c'est pas ça. Je vous le laisse? Ouais. Enfin, je l'ai vraiment pas. Sam Waterston. Ah bah non, moi je connais pas. C'est qui? Cet acteur qui joue dans Grace et Frankie notamment, et qui a joué dans quoi d'autre? Attendez, Grace et Frankie, c'est le truc avec Al Pacino, là? Mais non, Grace et Frankie, c'est sur Netflix. Oh, pardon. Et il joue dans New York Unité Spéciale. Mais jamais vu, moi. Je vois de loin sa tête, mais je l'aurais jamais eu. Ouais, bon, c'est pas un hyper fameux. Ah, il était dur, ce gars. Ouais, et j'en ai un petit dernier. Qu'on se rattrape. Laura Dern. Laura Dern et... Laura Dern, t'as dit? Ouais. Donc Laura... Palmer. J'allais dire Laura. Laura... Bon, ça ferait un lien avec David Lynch, cela dit, Laura Dern. Mais je pense qu'elle est pas très très connue non plus, celle que je vous propose. Dis donc, il est corset, toi. Ouais. Laura... Donne un indice sur un film ou... Ouais, je vous dis ça tout de suite. Plutôt comédie romantique.
Truman Show. J'aurais pas le nom. Je vois. Tu vois l'actrice ? Ouais, j'ai pas le nom. Alors c'est Laura Linney. Et Ok. c'est du coup celle qui joue la conjointe de Truman dans Ouais, Truman ouais. Show. Oui, si je crois que oui. Mais pareil, elle a pas non plus... Enfin, elle a fait des films, quoi, mais c'est pas... Ah bah, écoute, merci Alénis pour Oui. ce petit jeu. Voilà, C'était bien. Et Parce que- moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque Mais quand vous oui. écoutez le podcast, vous êtes à quelques jours de Noël, c'est notre petit cadeau sous le sapin, vous Oui. ouvrez et bam, vous vous prenez un jet de film de merde dans la tronche. Mais on a pris plaisir quand même à en parler avec Oui, vous, énormément. C'était quand même chouette. Merci C'est sûr. Quentin. Eh ben merci. Est-ce que t'as un petit mot de la fin Un cri de dinosaure. Allez. Ce petit brachiosaure. Allez, Nice, Oui. est-ce que t'as un petit mot de la fin? Et bah, très bonne fin d'année et très bonne nouvelle année à vous tous. Ouais, Et on se retrouve puis, en janvier, normalement. Et c'est c'est le dernier épisode de 2022. Ça fait plaisir de vous avoir accompagné pour cette première partie de saison de ce podcast qui s'est lancé à la rentrée. On a trouvé notre rythme. On espère que ça vous plaît. Continuez à nous faire des retours, bien sûr. On est toujours content d'avoir des retours sur ce qu'on fait, que ce soit pour nous dire ce qui est bien, ce qui est moins bien, pour nous rappeler les livres qu'on a lus, les livres qu'on n'a pas lus. C'est officiellement la fin de cette blague aussi, puisque nouvelle année, nouvelle résolution. Joyeux Noël, bonne année, et on se retrouve en 2022 pour de belles joyeusetés. À dans 15 jours. Salut! Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.